Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Énorme manifestation dans toute la France aujourd'hui, en plein mois de juillet, quasiment du jamais vu. Ce mouvement est, croyez-moi, plus important que celui des Gilets jaunes. Il est apolitique, il est asyndical, c'est le peuple qui parle simplement, qui parle haut et fort et qui parle extrêmement nombreux. Les journalistes de M6 qui m'ont suivi toute la journée, qui m'accompagnent, ont pu mesurer vraiment l'ampleur du phénomène. Ils étaient stupéfaits, ils étaient interloqués. Marée humaine, ce matin à 10h à Aix. Mais que dire de la mobilisation à Marseille cet après-midi? On verra ça dans un instant avec Salim dans quelques minutes. Idem, bien sûr, dans toute la France où nous irons ce soir. Nous avons des correspondants. Il faut appeler un chat, je suis désolé. Et là, je reprends l'expression entendue aujourd'hui dans les manifestations. Ce sont des fumiers, sur un tas de fumiers, comprenez nos parlementaires, dirigés aujourd'hui par des fumiers. Ce qu'a annoncé Macron à la population, c'était le 12 juillet, ce que les députés ont voté est tout simplement ignoble, c'est un scandale. Le peuple français, il faut le savoir, est volé. Le peuple français, il faut le savoir, est spolié. On nous prend pour des cons. On a décidé donc de faire une grève générale, la première de ce type en France, et qui fera sûrement tache d'huile dans tous les domaines. La population aujourd'hui l'a dit dans les cortèges. On a assez parlé. On a assez parlé. Maintenant, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard et agir très vite. Seule, eh bien, je pense, une marée humaine va permettre de changer la donne. Et cette marée humaine existe déjà. Il faut le savoir. Aujourd'hui, dans toutes les villes de France, cette journée est vraiment à marquer d'une pierre blanche. Plus de 220 manifestations aujourd'hui qui ont battu des records de mobilisation. Il n'y a pas d'autre choix. Marée humaine et sit-in dans le calme, surtout dans le calme et dans la joie. Et pourtant, ce que j'ai pu lire il y a un instant dans le Parisien, imaginez le Parisien qui dit quelques milliers seulement de manifestants qui passent et incident à Marseille. Marseille où j'étais cet après-midi, Salim pourra en témoigner. Je veux dire, dans l'appel à bonne humeur, les forces de l'ordre étaient là, ça s'est extrêmement bien passé. Que peut dire le Parisien à cet égard? Aucun incident à Marseille. Il y avait 60 000 personnes, voire peut-être même plus, et aucun incident. Je veux dire, c'est du vol de l'information, c'est du mensonge permanent. Alors, oui, si j'ai un rêve maintenant, je rêve maintenant d'une manifestation géante nationale encadrée par les forces de l'ordre, police, militaires, gendarmes, afin qu'il n'y ait pas d'infiltrés. Ce serait la grande manifestation vraiment du peuple de France pour qu'il recouvre son honneur et, je dirais, sa souveraineté qui est perdue aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais vous parler bien sûr de l'émission de ce soir, mais sachez qu'ils ont assez joué maintenant avec nous et avec nos nerfs. Alors, faut-il changer de République? C'est vraiment une des questions que l'on posera à nos invités, vous allez le voir dans quelques instants. Et après le succès de la première émission de la Une TV, qui a réuni, vous le savez, plusieurs millions de personnes, absolument sur tous les réseaux sociaux, malgré les censures, eh bien, on a décidé de remonter une émission en urgence, compte tenu de la situation. Alors, vous verrez, tout ne sera pas parfait, mais au moins, vous sentirez la tonalité générale. Avec nous aujourd'hui, il y aura des militaires, il y aura des policiers, il y aura des gendarmes, il y aura des médecins, il y aura des infirmières, il y aura des avocats, bien sûr, des mouvements de jeunes, des lanceurs d'alerte à n'en plus finir, et enfin, les représentants des métiers les plus exposés. La francophonie sera représentée à travers notamment nos amis du Canada, représentés ici par Alexis Cossette, formidable, nos amis belges, nos amis africains, nos amis luxembourgeois, bien sûr suisses. 5 salves d'invités donc vont se succéder pendant ces 2-3 heures d'émission. Tout d'abord, on verra notamment avec Natacha, dans un premier temps, une cartographie, l'ambiance, les chiffres de la manif aujourd'hui, et puis bien sûr des réactions à chaud. On a ici un gilet jaune de Bandol, on a aussi toutes ces personnes qui étaient sur place. Je vois Chloé apparaître, qui était à Montpellier, et puis je vois tous les autres qui étaient également sur le terrain, militaires, policiers de haut rang qui vont lancer un appel. Vous allez le voir au cours de cette émission, ce sera un document exclusif, figurez-vous bien. Lancement ici, au cours de cette émission de la Une, d'un appel à la désobéissance civile. L'aspect sanitaire sera bien sûr traité avec cette grève des hôpitaux. On aura beaucoup de médecins, ce sera dans 1 heure à peu près, et vous verrez, non des moindres, et nous ferons un tour des dernières mesures et bien sûr des actions à mener. Alors, est-ce que tu penses, Pierre, d'abord la mobilisation à Paris, tu l'as senti comment? Et il y avait 2 manifs à Paris, hein. Et il y avait 2 manifs, il y avait 2 manifestations. Il y avait celle du Trocadéro, bien entendu, et puis une autre
beaucoup plus grande qui est partie de la République et qui a été contrôlée effectivement par la police. Heureusement, les manifestants en fait, ont décidé effectivement de remonter sur les Champs-Élysées, ce qu'ils ont fait. Et on a pu voir des scènes cet après-midi, enfin tout à l'heure, hein, il y a 2h30, 3h, hein, j'étais sur les champs là, tout à l'heure, des manifestants arrosés exactement comme les Gilets jaunes en novembre 2018 ou 2019. Donc il y a comment dire, un goût de révolte, sachant, si vous voulez, que la manifestation de la semaine dernière était absolument colossale. Et elle était d'autant plus colossale que je rappelle quand même qu'on est mi-juillet. Donc, il y a quand même énormément de gens, enfin des millions de gens qui sont partis en vacances. Donc, mobiliser autant de monde le 17 juillet et aujourd'hui, mais c'est une réussite effectivement incontestable. Et j'ai vu effectivement, vous savez, il y avait quelques années, il y avait Kodak, vous savez, qui faisait de la pub pour ses pellicules. Et vous aviez le voleur de couleurs. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Maintenant, vous avez BFM et l'AFP, si vous voulez, qui sont dans le vol de l'information, hein, tout simplement. Alors, d'après toi, Pierre, est-ce que c'est un… On va aller à Marseille dans un instant et on va aller avec Carlo Brusa que j'ai vu apparaître, mais est-ce que tu penses, Pierre, que c'est un système qui est en train de s'effondrer aujourd'hui? Pas pour le moment, non. Pour l'instant, non, il ne s'effondre pas. Les banques, effectivement, sont très, très mal. Mais aujourd'hui, tant qu'ils contrôlent 90% de l'information, il suffit de voir comment ils ont manipulé les chiffres des manifestants, hein, que ce soit la semaine dernière ou aujourd'hui. Hein, tout simplement. Ils contrôlent 90% de l'information et n'oubliez pas, c'est un chantage aujourd'hui. Donc, quand vous faites chanter 60 millions de personnes, c'est normal que M. Macron ou M. Darmanin puissent se féliciter que 2 millions de personnes soient venues se vacciner le lendemain du discours de M. Macron. On va revenir avec toi dans un instant. Je vois Carlo Brusa qui est là. Carlo, est-ce que tu peux nous donner, toi, ton point de vue sur la question avec, bien sûr, une mobilisation, je veux dire, inattendue dans toute la France aujourd'hui. Ça a été des marées humaines partout, quoi. On a été inondé de manifestants aujourd'hui. C'était formidable, non? Je suis absolument d'accord avec toi, Richard. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui va bien au-delà de la problématique des manifestations. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de jouer l'avenir de notre nation. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous devons nous réjouir bien sûr de ce que nous avons vécu, mais nous sommes effectivement à la dernière semaine avant les vacances. Et il est clair que là, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a le vote du Sénat, certainement il y aura une commission mixte, ça ira très très vite, ils ne seront pas d'accord, il y aura certainement un vote bloqué par l'Assemblée. Ça veut dire que la loi entrera en vigueur comme ils l'ont prévu, parce qu'on sait très bien, ils ont déjà tout calculé, entrera en vigueur la semaine prochaine. Nous serons le 1er août. Et le 1er août, tout était fait pour qu'effectivement les avocats, les meneurs, ceux qui peuvent se battre pour faire marcher, sont peut-être en congé, où ils auront du mal à mettre toute l'énergie qui est nécessaire. Pourquoi? Je le rappelle toujours, c'est qu'aujourd'hui, les manifestations sont déterminantes. Moi, je suis absolument porteur et j'étais d'abord, je rappelle à tout le monde que j'étais à l'Esplanade des Invalides, j'étais gazé. L'Esplanade des Invalides n'était pas déclarée et après je me suis rendu personnellement avec beaucoup d'autres membres qui étaient présents à l'Autrocadéro, qui était le plus proche, et nous avons poursuivi la manifestation avec une manifestation de Filippo qui était très bien organisée, avec une place du Trocadéro remplie. Donc certainement il y a plus de monde encore ce week-end, même s'il y a eu peut-être une organisation qui avait été faite d'une manière plus structurée de la part de tous les autres collectifs, quand toi, Richard, tu avais fait le fameux Zoom le mardi soir après l'allocution de Macron. Donc, en état de choses, il est clair que les gens qui sont les lanceurs d'alerte, les avocats, ceux qui se battent, les politiques doivent avoir l'opportunité peut-être de discuter ensemble. Moi, ce que j'appelle ce soir, j'ai écouté le discours de Filippo, c'était un discours qui contenait 99% des choses que je pense. Parce qu'effectivement, on arrive d'un militantisme par rapport à ce qui se passe. Mon militantisme entendu, la lutte que nous menons pour se battre contre cette tyrannie, qui fait qu'on arrive aux mêmes convergences. Donc, à un moment donné,
Il est clair qu'il y a certains qui ont des aspirations politiques. L'autre fois, je dénonçais un peu M. Philippot qui avait tenté d'amener à lui les résultats de la semaine dernière. Aujourd'hui, je ne le critique pas parce que ce qui s'est passé au Trocadéro, c'est bien le signe qu'il a un rôle déterminant. Et les gens, il y a énormément de monde qui sont des membres de 119 qui étaient aussi présents. Carlo, on va aussi donner la parole aux citoyens parce que je pense je voudrais terminer sur un point fondamental. Oui, Richard, je voudrais terminer un point fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lutte est à 360 degrés. Ça veut dire qu'il y a les manifs, il y a les recours des avocats, il y a le boycott, il y a les notifications de tout ce qui est l'illégalité. Je suis intervenu, j'étais à Avignon, certains endroits ils l'ont enlevé parce que quand j'ai rappelé qu'il y avait cette violation, les gens l'ont notifié et les gens ont eu peur. À Nice, le collectif de Nice, avec beaucoup d'autres, ont rappelé à Estrosi qu'il était dans l'illégalité. Estrosi a fait marche arrière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit, les manifestations, les collectifs, l'intelligence des uns et des autres, des lanceurs d'alerte, doivent confluer et s'unir dans une bataille à 360 degrés. On fera plier le tyran et la gouvernance mondiale si aujourd'hui nous arrivons à mener une bataille de front, comme celle qui avait été faite par les Gilets jaunes, mais sans se faire massacrer, éborgner, parce qu'aujourd'hui, au bout de 15 minutes que nous étions à l'Esplanade des Invalides, la police nous a chargés et j'étais gazé. C'est la première fois dans ma vie avec un samedi aux Champs-Élysées lors des Gilets jaunes que je me suis fait gazer et c'est un scandale parce que nous étions pacifiques et toutes les manifestations qui sont tellement en cours sont pacifiques. Donc c'est un point que je tiens aussi à rappeler avec force. Merci beaucoup, Carlo, pour cette belle intervention. Moi, je tiens quand même à saluer les forces de l'ordre en règle générale, partout en France, partout où on passe. Je veux dire, on n'a pas le droit à une aide d'honneur, mais presque. Ils commencent à reconnaître à la fois le camion et puis à me reconnaître moi un peu partout. Et c'est vrai que j'avoue que je reçois, en tous les cas pour l'instant, de leur part, un traitement absolument incroyable et qui prouve quand même que les forces de l'ordre, et en grande partie, je dis bien, on y reviendra tout à l'heure, vous verrez, sont vraiment aujourd'hui de notre côté. Salim, merci, Carlo. On va aller à Marseille. Il faut aller un peu en province. On a beaucoup parlé de Paris, mais c'est toute la France qui est aujourd'hui mobilisée autour de cette belle opération. Salim, comment tu as vécu avec moi au cœur du cortège? C'était formidable aujourd'hui cette mobilisation ce matin à Aix et cet après-midi donc à Marseille, sur le Vieux-Port. C'était franchement exceptionnel. C'était magnifique. Là, je vous ai même mis les pancartes du jour avec une nouvelle qui sont derrière moi. C'était massif. À un moment donné, quand on redescend sur le Vieux-Port, il y avait la tête du cortège qui était quasiment à la mairie et la queue du cortège, elle était à l'intersection Courlioto-Canebière. Voilà. T'évalues à combien le monde cet après-midi? C'est bien sûr difficile à dire, mais je veux dire, la foule était très, très dense, compacte et vraiment pendant des heures et des heures, on voyait le cortège comme ça manifester. C'était incroyable, Franchement, je suis incapable de… En fait, moi, ça m'étonne. Là, il y a en tendance Twitter BFM Menteur. En fait, ils ont expliqué que dans toute la France, il y avait 161 000 manifestants, alors qu'il y a plus de 170 points de villes qui manifestent. Ça fait moins de 1000 personnes par point. Qui peut croire ça? Franchement, qui peut croire ça? Tu sais, Salim, on l'a vu cet après-midi, les Français ne sont plus dupes là maintenant. Et ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ils sortent tous dans la rue aujourd'hui, tous. Dans toutes les villes de France, ça se passe comme ça aujourd'hui. Ils ont senti que c'était maintenant ou jamais qu'il fallait agir. Pour moi, c'est exceptionnel parce que, comme l'ont rappelé les prédécesseurs, Pierre Jovanovic notamment, on est en vacances. Et on a rassemblé tout ce monde qui aurait dû aller se dorer les fesses sur les plages, tranquillou, à siroter des mojitos. Ils sont venus marcher. Il y avait énormément de professionnels de la santé. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Et beaucoup de gens qui sont venus de Cavaillon, Lyon, Toulon. C'était magnifique. C'est une dynamique évidente qui est en train de se mettre en place, de plus en plus organisée. Ça le sera un peu plus les prochaines fois. D'ailleurs, il y a toute une équipe à Marseille qui travaille là-dessus. Franchement, super positif. La France, pour résumer, et j'en aurai terminé, la France est sous occupation. Les médias mentent quotidiennement et les gens commencent à le voir. Voilà. Et ça, c'est très bon. Qu'ils continuent à mentir de la sorte,
ça ne fera qu'agrandir nos rangs et c'est une certitude. Eh oui. Et encore une fois, j'étais avec les équipes de télévision aujourd'hui nationales hein, qui sont venues me voir et je peux vous dire à tous que vraiment ces équipes-là ne sont pas dupes. Et je pense que grâce à eux, ils nous filment là. Je pense que le message va passer. Chloé, toi, tu étais à Montpellier. Ça s'est passé comment là-bas sur place? Ouais, tout à fait. Alors moi, j'étais à Montpellier. Il y a quelqu'un qui a compté, qui m'a dit, enfin, ils étaient plusieurs à compter, mais le rapporteur m'a dit plus de 18 000 personnes. Donc, la semaine dernière, là, j'ai un ami qui monte Marseille en même temps. C'est à peu près le double, presque le double de la semaine dernière, samedi dernier. Donc, ça fait 3 fois que je viens à Montpellier. Ouais. Super. Une marée humaine, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, à Paris. Je ne sais pas combien vous étiez à Paris, hein, mais pour Montpellier, en tout cas, ça fait beaucoup de monde. Et il y avait également Ingrid Courrèges qui a poussé la chansonnette et qui a mis une belle énergie dans tout ça. Donc, les policiers très bienveillants. C'est ça qui est formidable, Chloé, c'est qu'on sent, hein, contrairement, je veux dire, peut-être aux gilets jaunes à la fin, je dis bien à la fin, parce qu'on va avoir un gilet jaune tout à l'heure, et les gilets jaunes de la première heure étaient vraiment ultra saluables hein, tu veux dire dans leur démarche. Mais c'est vrai que c'était un mouvement qui était syndical, c'est vrai, après, bon… Moyen. C'était plutôt apolitique, apartisan, je dirais, parce que c'est toujours politique hein, quand on… D'accord, mais là, en tous les cas, quels sont les messages qui sont passés, toi qui étais au Alors, c'est toujours les mêmes, c'est la liberté avant tout, c'est la libération, c'est touchez pas nos enfants, c'est Macron démission, non à la violation des droits fondamentaux qui sont dans notre Constitution. Et j'ai rencontré plusieurs personnes pour qui c'était la première fois qu'ils sortaient dans la rue. Donc, c'est ce qu'on voit. Eh bien, on a des gens qui descendent, qui n'étaient pas encore descendus pour les Gilets jaunes et qui maintenant se sentent investis de cette mission de protéger notre Constitution, nos droits fondamentaux, notre humanité. Merci beaucoup. Avant de parler à Alexis, peut-être qu'il va nous donner un avis sur sa vision extérieure. Alexis qui est au Canada et qui vit aussi au cœur de ce système si verrouillé là-bas sur place au Québec, plus exactement. On va juste demander un mot à Jean-Christophe. Jean-Christophe, lui, c'est un gilet jaune de Bandol. Ils sont formidables. Ils ont investi le rond-point de Bandol. Ils sont là si nombreux. Ils font des sittings depuis des lustres, maintenant avec une organisation incroyable. Ils sont tellement sympas, on était allé les voir, on a reçu un accueil triomphant, mais bon, c'est pas moi derrière tout ça, c'est bien sûr toute la France qui est représentée ici, qui a été reçue à sa façon. Tu as senti comment aujourd'hui, Jean-Christophe, cette mobilisation? Écoute, Richard, effectivement, tout ce qui a été dit, je l'ai ressenti. On a vraiment le sentiment que des gens ont compris les choses. Il y a un éveil extraordinaire. On est passé, si tu veux… j'ai retrouvé mes gilets jaunes de la première heure. Et la marée jaune est devenue une marée blanche, vois-tu? Et on a constaté vraiment des gens qui sont déterminés, des gens qui veulent défendre les enfants, qui veulent défendre l'humanité. On a senti une liberté qui s'exerce auprès de ces gens-là. Et tout ça, si tu veux, nous, pendant 2 ans et demi, ça fait 2 ans et demi qu'on occupe le rond-point chaque jour. Et on ne va pas lâcher, si tu veux. Alors, les gilets jaunes, c'était une image de manière à se faire voir. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, avec tous les gilets jaunes que je connais et d'autres, on a fait passer le message comme quoi il fallait être habillé en blanc par respect pour la liberté. Cette liberté qu'on veut retrouver parce que la liberté n'est pas divisible. Il faut qu'on retrouve cette liberté, cette force de conviction qu'on veut retrouver notre liberté. Alors, on est passé évidemment de cette marée jaune à cette marée blanche. Et simplement… les forces Est-ce que tu penses que ça va aller plus loin encore que la vague jaune? La vague blanche est plus puissante? Ça ira plus loin, surtout pas de violence. Surtout pas de violence, parce qu'aujourd'hui, j'ai acquis vraiment la certitude que les forces de l'ordre ont baissé la tête de la violence. C'est-à-dire qu'ils ont senti une force venant du peuple pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs familles, pour leurs voisins. Cette force qu'ils n'avaient pas ressenti au moment du début des Gilets jaunes parce qu'ils étaient très surpris. Aujourd'hui, ils ont subi, comme nous on a subi, cette violence d'État et on ne veut plus de ça. Personne n'est gagnant. Simplement, les forces de l'ordre ont compris que leurs enfants étaient concernés, que leurs familles étaient concernées. Et aujourd'hui, le grand débat qui a eu lieu il y a 1 an maintenant par nos dirigeants n'a pas été suivi de fait. Le cahier de doléances, je ne sais pas où il est parti, ce cahier de doléances. J'espère qu'il n'était pas stocké dans les charpentes de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, tu vois. Parce que si on avait écouté le peuple, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. On n'a pas écouté le milieu hospitalier, on n'a pas écouté les revendications des gens qui voulaient un pouvoir de mieux vivre, parce que c'est ça qu'on veut, c'est un pouvoir de mieux vivre pour tous.
Donc vraiment, là, on est en colère, mais en même temps pacifiste. La colère n'est pas retombée. Mais en tout cas, du côté des forces de l'ordre, j'ai senti qu'ils étaient plus proches de nous. Et ça fait du bien parce qu'on leur a parlé. On leur a vraiment parlé. Voilà. Je vous coupe parce qu'on est à Bastia. On est à Bastia, je te coupe, Jean-Christophe. On est à Bastia en direct. On nous entend de là-bas. Regardez ces images encore. Est-ce que vous pouvez témoigner de Bastia, les Corses? On est avec vous de tout cœur. Dites-nous un mot. Libertà, 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 libertà. Formidable, ces images de Corse. De très beaux résistants là-bas sur place. Merci infiniment à vous. Merci infiniment. On a Sonia avec nous qui nous témoignait également. Sonia. Bonsoir tout le monde. Madrid. Alors on passe de la Corse à Madrid maintenant. Alors Sonia, oui, on est à Madrid. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend Sonia. Alors il faut dire que alors, vous m'entendez? Policier, Sonia, policière. Oui, on t'entend, Sonia. Oui, je suis policier, j'appartiens au collectif Police for Freedom et on est à Madrid en train de nous manifester pour dire non au masque, non aux thérapies géniques, non au pass sanitaire et non à la dictature. Alors, également, tu es française, hein? Tu es également policière en France. Oui, je suis. Tu as un message à faire passer aux policiers français aujourd'hui. Oui, alors, je voulais tu me demandes si j'ai un message à passer à mes camarades français. Oui, exactement. Oui, alors à mes camarades des forces de l'ordre, je vais leur dire qu'il faut être courageux maintenant. Et malheureusement, on ne peut pas la garder. Alexis, c'est à toi. Alors, c'est Vision du Québec. Tu vas y arriver. Richard, bien, écoutez, au Québec aussi, le gouvernement de François Legault a fait des menaces. On voit comme en France, au Québec, il y a cette espèce de tyrannie qui s'installe. Et au Québec aussi, les manifestations vont bientôt recommencer. On était sortis l'année dernière très, 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 très fort. Et ce que je remarque, c'est que ces manifestations-là sont, je veux dire, ne se situent pas seulement en France, elles se situent également, on en voit en Italie, en Espagne, il y a des manifestations en Angleterre, il y a des manifestations en Australie. Donc, c'est un mouvement mondial là, dont on est témoin. On manifeste pas seulement contre une citoyenneté à deux vitesses, mais on manifeste en fait contre une forme bien particulière de tyrannie. Je ne sais pas si je veux dire, plusieurs d'entre vous avaient lu 1984, c'est-à-dire que on nous demande d'accepter quelque chose d'extrêmement, quelque chose de totalement illogique. Ça m'a fait penser à 1984, quand O'Brien demande à Winston de lui dire combien de doigts il voit. Et Winston dit il y a 4 doigts et O'Brien veut lui faire dire qu'il y a 5 doigts, même s'il n'y a que 4 doigts. Alors, on essaie de faire accepter aux gens, malgré les faits, des trucs totalement illogiques, une situation qui n'est pas fondée dans le réel. Alors, ça, c'est contre ça aussi qu'on se bat, contre cette tyrannie, mais aussi pour le droit à la logique et le droit de dire les choses telles qu'elles sont. Et je voulais rebondir aussi sur cette histoire sortie par Martine Vonner au sujet de la garde républicaine qui aurait abandonné le président Macron. Et là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole aux États-Unis, alors que la police du Capitole avait ouvert les barrières et avait invité littéralement les manifestants qui étaient venus écouter Donald Trump à investir l'édifice du Capitole et par la suite, ça s'était transformé médiatiquement en insurrection, en menace à la démocratie. Il y avait eu une tentative d'impeachment du président, etc. et des procès. Et depuis le 6 janvier dernier, les médias utilisent systématiquement cette attaque contre le Capitole pour décrédibiliser tout le mouvement Trump et tous ceux qui, en disant qu'ils sont d'extrême droite, etc., les milices et tout. Et donc, ce que je vois apparaître ici, c'est le même genre d'opération, c'est-à-dire que ce retrait de la garde républicaine semble être comme une porte ouverte, une invitation à peut-être charger l'Élysée ou s'y rendre à tout le moins. Et par la suite, on pourrait, je veux dire, invoquer cette idée d'une menace à la démocratie, d'une insurrection. On parle beaucoup d'ailleurs de la population qui manifeste dans la rue, on la qualifie d'extrême droite alors que c'est le peuple uni. C'était la même chose aux États-Unis. Donc, on prépare déjà le terrain.
pour d'éventuelles opérations médiatiques suite à un potentiel. Merci beaucoup, Alexis. Charge de l'Élysée. Alors, je vous dis, faites très, très, très attention à cette nouvelle, au fait que la police semble être du côté des manifestants. C'était ce qui s'était passé le 6 janvier au Capitole. La garde républicaine qui est absente. Et là, il y a cette possibilité d'investir l'Élysée et ça sent à plein nez l'opération commandée par l'Élysée. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. Et on va aller voir avec Natacha, justement, qui va nous faire une cartographie. On revient en France. Ce qui est très impressionnant, Natacha, à travers ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est cette variété, je dirais, sociale, culturelle, politique. Toutes les couleurs sont représentées, toutes les religions. Il y a tout le monde dans la rue. Je veux dire, on ne peut plus nous estampiller aujourd'hui des extrêmes droites. Vous êtes d'accord avec ça, Richard? C'est ce qu'on a ressenti tout à fait aujourd'hui dans les manifestations en France. Il y a quand même eu 168 points d'action en France, donc sur toute l'échelle française. Et les gens sont vraiment révoltés. Les Français se sentent humiliés, les Français se sentent trahis, les Français se sentent bafoués. Et aujourd'hui, c'est vraiment, il n'y a qu'un seul mot qui ressort, c'est liberté, liberté. Surtout pour la France, qui est le pays des droits de l'homme. Nous ne voyons plus de droits, il n'y a plus de droits. On a juste le droit, finalement, d'être en apartheid. Les gens ne comprennent plus. Et effectivement, on a vu lors des manifestations plein de gens de professions comme les infirmières, les soignants en pleurs parce qu'elles savent qu'elles vont perdre leur travail. Ils savent qu'ils vont perdre leur travail et ils ne voient plus de solution. Donc les Français se sentent étouffés, n'ont plus le droit à la parole. Et c'est un véritable vent de révolte. C'est une vraie révolte, mais une révolte pure, parce que c'est une révolte pour la vie, contre cette dictature, contre cet apartheid, qui ne sait pas où ça va nous mener. Et ça, c'était à travers toute la France, de Montpellier à Nancy, à Rennes, à Saint-Nazaire. Nous avons tous ressenti cette honte, finalement, d'être dans un pays totalitaire et de se laisser imposer ce totalitarisme sans pouvoir agir. Donc notre seule action, c'est l'action du peuple, c'est la rue, c'est de dire notre mécontentement, nous, en tant que personne, en tant que citoyens français. Merci beaucoup. Il faut dire que Natacha est une ex de D8 qui a décidé de quitter les mainstream pour venir nous rejoindre dans cette belle aventure et on peut vraiment l'applaudir et la remercier. Salim avait quelque chose en 30 secondes, Salim, à nous dire. Salim ? Je voulais juste rajouter qu'aujourd'hui, c'est très important, il y avait Kenny Arcana avec nous à Marseille, qui est une chanteuse de rap, la Rabia del Pueblo, qui a fait un mouvement très intéressant contre la dictature capitaliste, etc. Et qui a un très grand succès. Elle a plus de 500 000 followers, je crois, un peu moins de 500 000 sur certains réseaux sociaux. Et elle était avec nous, elle a pris position, un petit peu comme Akhenaton d'Ayam, sauf qu'elle va sur le terrain. Et elle a démontré tout à l'heure, elle a fait toute la manif de A à Z avec toute son équipe, avec tout son groupe. C'était juste très important à souligner parce que malheureusement, tous les rappeurs qui nous font la morale à longueur de journée, ils sont absents des manifs. Ils sont certainement occupés à lever la fente dans les salles de sport au lieu d'aller apprendre un peu de solfège. Bon, je suis un peu méchant, mais voilà, quoi. Merci beaucoup. Mais on a vu quand même dans les quartiers nord de Marseille beaucoup de gens. Hein. Moi, j'ai vu vraiment beaucoup de gens qui sont descendus des quartiers nord de Marseille, qui sont venus nous saluer. Toi, bien sûr, moi également. Et c'est vrai qu'il y a une très, très belle unité aujourd'hui, à la fois sociale, culturelle et religieuse, et que personne ne peut être estampillé quoi que ce soit. C'est quand même super important de le rappeler ici même ce soir. Alors là, on va donner la parole à quelqu'un d'autre là qui a levé la main. Alors, on a ici cette personne qui est à Bastia. Peut-être faire un point quand même avec Pierre, parce qu'on a la chance d'avoir ce grand stratège, je dirais, au niveau économique, au niveau politique, qui est extrêmement visionnaire, Pierre Jovanovic. Pierre, toi, tu vois les choses concrètement, comment on peut parler de prospective avec toi dans les jours et surtout les mois qui viennent, les semaines et les mois. La prospective, elle est extrêmement simple. La France a atteint 120% d'endettement, donc ça veut dire, si vous voulez, que le gouvernement doit continuer à faire des économies notamment sur les hôpitaux, mais sur tous les services publics, et surtout que cette crise économique va augmenter. Donc les deux mélangés, le mois de septembre, octobre et novembre, risquent d'être véritablement spectaculaires. C'est le moins qu'on puisse dire.
Et on a vu à quel point les gens sont énervés. Et je vous rappelle que le prix du carburant, par rapport à celui À qui l'époque avait des Gilets jaunes, il y avait les enclenché Gilets jaunes, le mouvement, oui. Bah a ouais. sérieusement augmenté depuis. Donc, je ne sais pas du tout comment les Gilets jaunes de l'époque, déjà, vont faire en septembre à la rentrée scolaire. Voilà. Donc, il faut se préparer, si vous voulez, pour ces manifestations doivent revenir sur le tapis impérativement à partir de septembre pour maintenir la pression sur le gouvernement. Parce que je vais terminer là-dessus. Dans mon fil conducteur, si vous voulez, des licenciements que je tiens depuis 12 ans, j'ai vu que les multinationales et les PME attendaient la fin du mois de juillet pour dire, bah, tiens, on ferme. Voilà, du jour au lendemain, on ferme, 500 personnes licenciées. Eh bien, c'est exactement pourquoi ils font ça, bah, pour que, sachant que tous les gens ont organisé leurs vacances, pour qu'il n'y ait pas de manifestants devant l'usine. Et c'est exactement ce que le gouvernement de Macron a fait, c'est-à-dire faire passer cette loi exactement au 12 juillet, au moment où les gens sont en vacances. Et je précise, n'oubliez pas, vous avez 2 sociétés américaines qui conseillent Macron là-dessus, c'est McKinsey et Bain & Co. Ces 2 sociétés sont, bien entendu, travaillent la main dans la main avec Microsoft et Bill Gates. C'est Microsoft, hein, voilà, Philippe Aymar en a très bien parlé dans son livre, hein, comme vous l'avez rappelé il y a quelques semaines. Donc chacun se réserve sa propre partie à ce qu'il connaît, puisque ici, sur la Une TV, on a décidé de faire parler spécialiste par spécialiste, et les gens comme moi, les gens de la rue, on les fait parler également de ce qu'ils savent et de ce qu'ils voient. Carlo, alors avant de refermer cette première page et cette première salve, on a des amis quand même en Corse. J'ai vu qu'il y avait Pierre Barnayas, je sais, qui est en Corse, qui prépare Hold On, mais je crois qu'il a des problèmes de liaison, Pierre, parce que ça rame un peu. Donc malheureusement, on a des amis à Bastia, là, des jeunes qui sont à Bastia. Peut-être un petit mot très rapide, s'il vous plaît. Ah, Mike is mute. La Corse, s'il vous plaît. Mettez le mic. Voilà, ouais, c'est bon. Salut, on nous entend? Oui, on vous entend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On était rassemblés ce soir à Bastia. On était, moi je dis un peu plus de 1000. Déjà samedi dernier, on était presque 1000, hein, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, Oui, je voulais dire qu'on était comme des petits colibris. Certes, on n'est pas nombreux à l'échelle des grandes mobilisations parisiennes, mais voilà, on est comme des petits colibris et on s'apporte chacun une goutte d'eau dans l'édifice d'un monde débarrassé de tous ces parasites qui nous gouvernent. Voilà. Et puis, on n'est pas la minorité. Moi, je n'accepte pas ça. On n'est pas la minorité. Voilà. Ouais, on va devenir la majorité très rapidement. En tout cas, merci à vous tous d'être intervenus. Peut-être un dernier mot à Carlo là, pour clore cette première partie, cette première page. Après, on va vous demander malheureusement de laisser votre place parce qu'on a une nouvelle salve d'invités qui va arriver là maintenant. Carlo, le mot de la fin pour toi sur cette première salve. Cette première salve est une salve avec des invités exceptionnels. Je salue Pierre Ivanovic, je n'ai jamais eu l'occasion de parler avec lui, mais il a toute mon admiration et je l'adore quand il est un pape. Il est le pape de l'économie, mais aussi parfois le pape de l'humour. Tu as Salim Laibi, qui est une personne extraordinaire, avec un cœur gros comme une montagne. Je tiens vraiment à donner, à valoriser les personnes qui sont là. Tu as su réunir et tu arrives, à travers ton initiative, à amener vraiment... voilà, merci Pierre, je t'adore, je t'aime, je te le dis, tu ne me connais pas, mais voilà, sache que j'ai parlé souvent de toi et tes analyses économiques sont une source très importante. Chloé, c'est une passion, c'est la passion de la femme qui nous relie, c'est une femme exceptionnelle avec un courage énorme dans un pays qui est la Suisse, qui est un pays qui n'est pas facile, même dans le cadre de l'information. Et je sais qu'elle cogne comme une boxeuse. Elle aurait pu faire les Jeux Olympiques. Après, il y a Thierry que je connais, c'est le cœur des Gilets jaunes et c'est l'âme d'une forme de vérité populaire que j'adore et qui est très nécessaire dans le monde. Alexis Cosette, alors, cher ami, j'étais à Avignon et j'ai fait une interview avec nos amis de la Fondation de droit, avec Desjardins, etc. Et tu sais, et vous savez, le lien très fort qu'il y a entre Paris, nous et le Québec. Et je crois vraiment que ce que tu fais, Richard, est exceptionnel et il permet vraiment aujourd'hui d'ouvrir des portes vers d'autres régions. Nous sommes en train de travailler pour la création d'un collectif de ressortissants en Italie, un collectif en Espagne avec Sonia Vescovaci, que tu as vu tout à l'heure, qui est une policière qui a créé Police for Freedom. Donc, il y a vraiment
quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se faire. C'est-à-dire que ils pensaient qu'ils pouvaient nous passer dessus comme un rouleau compresseur. Ils ne pensaient pas qu'on avait cette force. Et je crois que c'est exceptionnel de voir des avocats, des journalistes, des médecins, des policiers, etc., des gens de tous bords arriver avec des sensibilités différentes au même résultat. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous souhaitons garder la liberté et la souveraineté de l'homme. Et moi, en tant que juriste, c'est la bataille que je livre au quotidien. Et je mets à disposition tous mes outils, toute ma réflexion pour que chaque jour, nous puissions utiliser le droit comme Antigone l'avait utilisé contre Créon. Et nous sommes là pour être la lumière dans la caverne pour éviter que les gens passent leur vie à regarder les ombres. Et j'utilise ce mythe de la caverne, ce mythe d'Antigone pour achever aussi sur le mythe de maître l'esclave. Si nous ne sommes plus les esclaves, il n'y aura plus de maître. Pierre l'avait déjà rappelé. Je me souviens que tu l'avais cité, le mythe du maître de l'esclave, quand tu parlais des économies. C'est-à-dire que c'est un point très important aussi au niveau économique. Et si nous ne sommes pas les esclaves et nous ne sommes pas les esclaves de quelqu'un, le maître disparaît. Ce n'est pas en tuant le maître que nous allons le faire disparaître, parce que le maître pourra se remplacer. C'est nous qui devons modifier notre approche, retrouver notre souveraineté, être indépendants, garder notre esprit critique et avoir confiance en nous. Et arrêter d'avoir peur. Nous ne sommes plus seuls. Si aujourd'hui, samedi dernier, on dit que nous étions 114 000, alors on sait, nous on a fait un décompte à Réseau 19, on était 300 000. Mais si aujourd'hui, nous sommes 160 000, on est certainement 400 ou 500 000. Ça veut dire vraiment que le 24 juillet, avoir autant de monde dans la rue, alors que les gens ont envie de se reposer, que les gens ont envie d'oublier Macron, Castex, ils ont envie de se reposer, et des gens sont là pour appeler liberté. J'ai eu des gens, j'étais à la place Trocadéro, je ne suis pas monté dans l'estrade, j'étais avec les gens, que des accolades, des bisous, des merci, mais aussi des pleurs. Aussi des pleurs, les amis. Il y a une détresse, et c'est les gens nous font confiance. Salim, Richard, Fouché, Jovanovic, Chloé, nous sommes pour beaucoup de gens une source d'espoir. Nous sommes pour les gens une lumière et nous ne sommes pas là simplement pour apporter un peu de vie dans le YouTube, mais aujourd'hui pour beaucoup, nos paroles ont un sens. Donc nous avons aujourd'hui une responsabilité est de continuer à porter. Nous ne devons pas trahir, gardons notre cap, soyons des gens qui aiment les gens, soyons là. Tu avais dit une phrase à Nancy, et je termine sur ça. Tu es la voix des gens qui n'en ont pas. Soyons la voix de ceux qui n'ont pas. Vous voyez, ma voix est cassée parce que. Exactement. Merci beaucoup, Carlo. Voilà, merci infiniment et merci. Merci à tout le monde. À tous nos invités. Merci à tout le monde. Comme vous dites, la voix des sans-voix. Alors tout de suite, on va écouter quelqu'un qui va clore cette première page. Elle s'appelle Valérie Begaud. Vous savez, elle est extraordinaire, cette femme. Elle a une vision prospective des choses. Et aujourd'hui, elle dit quasiment la 5e République, c'est terminé. On va l'écouter là tout de suite. Et je pense qu'aux manettes, nos amis qui sont aux États-Unis, mais qui vont pouvoir actionner la vidéo, vont la lancer. Écoutez-la plutôt. Bonsoir à tous. Je suis enchantée d'être parmi vous ce soir, même si c'est en différé. Je voulais insister sur une chose qui me paraît tout à fait essentielle, c'est qu'aujourd'hui, et tout le monde, tous les Français doivent en être conscients, en particulier les forces de l'ordre, aujourd'hui, tout ce qui est décision stratégique au niveau de la communication, au niveau de la politique et également au niveau militaire a échappé aux forces françaises. Il s'agit d'un contrôle globaliste qui est réuni sous plusieurs formes, mais en particulier dont on peut dire qu'il est considéré, enfin, dont on peut considérer qu'il est derrière en fait les armées secrètes de l'OTAN, c'est-à-dire une organisation qui s'est développée en parallèle de l'OTAN officielle, qui a été dès le début totalement déconnectée des forces légales, légalistes et officielle des États et qui est au service de toutes les forces globalistes, c'est-à-dire au service des multinationales et des banques, au service du nouvel ordre mondial.
Donc ces forces-là sont en phase de prendre bientôt le contrôle officiel et apparent de nos États, sous forme d'une dictature terrible. Et les forces de l'ordre françaises, qu'elles soient militaires ou civiles, doivent vraiment être conscientes que leur mission a été détournée au profit de cette mafia internationale qui ne veut pas de bien ni aux populations, ni aux États et ni aux structures politiques officielles. La chose qui est importante de comprendre également, c'est que la Ve République est morte depuis très longtemps. Nous ne sommes déjà plus en Ve République en raison des multiples réformes de la Constitution qui ont eu lieu. La Constitution d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec celle de 1958 et encore moins à voir avec celle de 1962, de la réforme qui a été instaurée par le général de Gaulle en 1962. Il ne s'agit plus de changer de numéro de République, mais si nous voulons arriver à un État politique sain, dans lequel les populations sont partie prenante, il faut changer de régime politique dans le sens où il faut réorganiser l'organisation. Il faut reformuler l'organisation politique de l'État. C'est ce que j'ai proposé de faire dans toute ma réforme des institutions, qui part du principe que chaque citoyen, chaque élément, chaque personne vivant sur un territoire récupère une part politique de l'organisation totale sous la forme des groupements d'intérêt. On en parlera, si vous le souhaitez, plus avant, ultérieurement. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que mon message sera bien compris et qu'il va bien passer auprès des forces de l'ordre, parce que c'est vous, les forces de l'ordre, qui pourrez faire basculer l'histoire de France dans le sens de la France ou dans le sens du démantèlement total, sachant que au niveau géopolitique, nous sommes en voie de démantèlement. Toutes les grandes puissances sont en train de manger sur notre dos, et la France va être endettée pour les 100 prochaines années, avec peut-être certainement un démantèlement de son territoire. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite encore beaucoup de courage. Vidéo mobilisation alors. On va voir la vidéo. Ah, formidable. Merci beaucoup de nous avoir diffusé ces images. On n'a pas vu des images de Marseille, mais encore une fois, le cortège, nous confirmait Salim il y a un instant, était vraiment impressionnant. Alors, je pense qu'on va avoir dans un instant donc, notre deuxième salve d'invités qui va venir nous rejoindre. Je pensais que ça se ferait pendant justement cet entremède. Mais merci donc beaucoup à tous ceux qui sont là. Alors, on a le capitaine, effectivement, Alexandre Juvin, qui est là. Nous allons maintenant aborder cette partie force de l'ordre. Capitaine, vous pouvez nous dire comment vous voyez, vous, les choses d'un point de vue presque régalien aujourd'hui? Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous prie de m'excuser pour ma voix. C'est bon signe si vous n'avez pas de voix, capitaine. Oui. Je l'ai perdu en raison de l'animation cet après-midi, où d'ailleurs JC Thierry était présent. Donc on a été côte à côte à Toulon. Nous étions 10 000. Sur le régalien, je dirais tout d'abord que la tonalité, comme la sociologie de la manifestation, c'était en majorité des Français, à presque 100%, qui étaient pacifiquement et déterminés dans une très froide détermination, mais une grande colère intériorisée, ce qui fait qu'il y a eu 0 destruction, 0 incendie, 0 tout. Et pourtant, la police était débordée. Donc on est allé au-devant de la police, on a pris attache avec eux, de façon tout à fait citoyenne et, on va dire, pragmatique. Les policiers étaient une vingtaine, pour une raison très simple. C'est que l'été sert en fait souvent les parlementaires et les gouvernants à prendre des décisions dans le dos des citoyens de façon inique, parce qu'ils savent en fait que les citoyens sont soit à la plage, soit partis en vacances. Et d'ailleurs, les effectifs de police sont plus bas. Donc en fait, actuellement, on a un phénomène qui est absolument historique, parce que la police se retrouve face à un mouvement social d'ampleur qu'on retrouve habituellement en septembre, en octobre, en décembre, en janvier, février, mais jamais en juillet, et encore moins en août, ce qui risque d'arriver. Donc au niveau régalien,
l'État est dépassé parce qu'il n'a jamais imaginé, anticipé un tel scénario. Mais en même temps, il fallait qu'ils s'y attendent. Ils ont touché à notre liberté, ils ont touché à nos enfants et à leur avenir. Nos passaranes, on se mobilise et on les bloque. C'est formidable de voir quand même un capitaine de gendarmerie parler de la sorte. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que dans les forces de l'ordre, ça bouge énormément. Je veux dire, je ne vais pas parler de moi, mais je traverse la France, je vais absolument partout. Et c'est vrai que je vois qu'ils ne baissent pas les casques, mais presque aujourd'hui. On en est presque là, il faut le dire, non? C'est la température ambiante. Ils ont du souci à se faire quand même du côté du ministère de l'Intérieur aujourd'hui, non? Alors, si vous permettez, je rectifie en disant que tous les officiers des armées comme de la gendarmerie sont propriétaires de leur grade à vie, comme un docteur, un professeur, quoi que ce soit. Donc moi, j'ai démissionné en 2013, pour être très clair avec tous les auditeurs. Mais bien sûr, mais vous avez quand même aujourd'hui, vous êtes un ancien gendarme et vous avez bien sûr des pieds dans le milieu et bien sûr des antennes et ô combien nombreuses. Je peux vous confirmer qu'il y a l'édifice des forces régaliennes en train de se fissurer. Pour une raison très simple, c'est que les policiers ou les policières ou les gendarmes ont des époux, des épouses, des enfants. Donc, ils vont être confrontés au même problème que nous. Et donc, on a déjà observé aujourd'hui, sur les forces de l'ordre qu'on a vues, il y avait énormément de policiers en civil, mais qui ne nous suivaient pas pour nous observer. Ils nous suivaient parce qu'ils nous soutenaient. Et ils sont venus en disant, on vous soutient. Nous aussi, on est au maximum de ce qu'on peut tolérer. Donc, en fait, la fissure est en cours. Maintenant, ce qu'il faut, et on a essayé de le faire aujourd'hui à Toulon, et je vous invite vraiment à le faire au maximum dans toutes les villes de France, à Paris, c'est multiplier les photos et les vidéos de fraternisation avec la police. Aujourd'hui, on a serré la main des policiers, on a pris des photos, on les a publiées pour que justement la fissure, on mette un coin dans la fissure et que ça l'agrandisse encore plus. On veut que le barrage pète. Et s'il pète, si la police rejoint le peuple, les gendarmes suivront parce qu'ils sont policiers. Mais les policiers sont aussi militaires. Donc si les gendarmes suivent, c'est les forces armées qui suivent ensuite. Vous comprenez la gradation. Et si on fait ça, on peut éviter le pire. Merci beaucoup pour votre témoignage, capitaine, puisque vous gardez le titre, même si vous n'êtes plus en activité. On a la chance d'avoir une autre avocate. Il y a Carlo qui est là, mais il ne prendra pas ombrage de la présence de Virginie, qui est avec nous en plateau, et Virginie qui avait lancé cette semaine un énorme appel également de son côté. Virginie, bonsoir. Est-ce que tu peux nous reparler de cet appel? Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous. En fait, l'appel qui circule actuellement est un appel qui a été fait il y a déjà 1 mois et demi. Mais c'est vrai qu'il a été repris. Et les actualités, surtout, les d'actualité, oui. Oui, je pense qu'il était nécessaire de faire cet appel. Je l'avais fait avec Sonia au départ, que l'on a vu passer tout à l'heure. J'ai accepté en fait de faire cette vidéo parce que Sonia fait preuve d'énormément de courage et donc je me suis dit que je devais faire cette vidéo avec elle. Est-ce que tu peux dire pour le grand public, parce que là les gens qui t'écoutent et qui n'ont pas forcément vu la vidéo ne savent pas de exactement. Est-ce que tu peux en 2 mots, c'était quoi cette vidéo alors? Eh bien, en fait, j'ai récapitulé toutes les libertés fondamentales. J'ai récapitulé, j'ai qualifié ce qui était susceptible d'être retenu en matière pénale. Bien entendu, il y a bien d'autres infractions à relever. C'était un point synthétique. Je pense que ça découle en fait du rapport dictature 2020 que j'avais rédigé en novembre 2020. Voilà, je pensais que c'était nécessaire que j'interpelle humblement les gradés de notre armée et puis comme je faisais partie de la vidéo de Sonia, c'était également adressé aux forces de l'ordre. Je fais partie, je soutiens le collectif Police for Freedom comme Carlo et je pense qu'on ne peut faire autrement que de se donner la main aujourd'hui. Eh oui, alors tu appelles à muscler le ton, on l'aura compris. En tout cas, merci pour cette belle intervention.
Oui, Pierre. Alors, je tiens simplement à ce qu'on écoute à cette heure de l'émission. Je te donne la parole, Pierre, juste après, mais c'est très, très important. Il y a un colonel aujourd'hui, figurez-vous, qui n'a pas voulu témoigner à visage découvert. Et ce colonel qui va jouer sûrement un rôle très, très important. En tout cas, c'est l'un des hommes dont on dit qu'il est l'un des plus brillants dans son milieu. Il a tenu quand même à témoigner ce soir. Il voulait même être là et puis finalement, il a un peu douté dans la journée. Il nous a enregistré cette vidéo. On entend mal le son, mais je pense qu'on va pouvoir la passer et très gentiment, nos équipes techniques ont pu, parce que la voix était trafiquée, on voit simplement, vous allez voir que son képi, mais le message est super important parce que ce colonel aujourd'hui appelle très clairement à la désobéissance civile et vous allez entendre ce qu'il dit, vous allez entendre ça, regardez plutôt. Bonjour, je suis de la gendarmerie nationale française. J'en appelle à tous les citoyens, soignants, gérants, employés et forces de l'ordre elles-mêmes. Il est temps de désobéir civilement aux ordres illégaux et aux lois scélérates qui oppriment le peuple français. Protéger le peuple, nous sommes au service du peuple, nous agissons en son nom pour la paix, la tranquillité et l'ordre public. Et elle risque de nous dresser les uns contre les autres. Donc elle met aussi en péril le troisième principe de notre devise, la fraternité. Troisièmement, le pouvoir en place a fait dériver la pratique d'une manière anticonstitutionnelle. La pratique, l'équilibre entre les trois pouvoirs. L'exécutif a complètement pris le pas sur le législatif et le Parlement. Il n'est plus qu'une boîte à enregistrement. Le judiciaire, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État gardent. Ah, on a été coupé. En tout cas, le message est clair, vous l'avez entendu. Hier, ça fait froid dans le dos ce qu'il dit, mais à la fois tellement chaud au cœur. Tout est tellement paradoxal dans ce moment que l'on vit, tellement chaud au cœur de sentir qu'on est soutenu comme ça par un colonel de cette importance-là, parce qu'encore une fois, je peux vous dire qu'il a énormément d'importance, cet homme. Et c'est pas pour rien qu'il a voulu apparaître caché. Et il appelle donc très clairement, vous l'avez vu, à la désobéissance civile. Il appelle à ce qu'aujourd'hui, on fasse barrage à tout ça. Oui, effectivement, il dit que le pouvoir législatif, aujourd'hui, n'existe plus. Et ça, aujourd'hui, donc, on n'est plus dans cette fameuse 5e République. En tout cas, merci beaucoup à ces intervenants. Peut-être une réaction de notre ancien militaire ici, qui est toujours, puisqu'il a gardé le grade et qui est toujours militaire, mais ici, par rapport à ce que vous avez entendu là, comment réagissez-vous par rapport à ça? Donc, par rapport au fond du message, je trouve qu'il est absolument cohérent avec la situation, bien sûr, mais j'attire votre attention sur deux aspects très importants. Le premier, si vous voulez être crédible en termes d'informations à relayer à la population, il faut que vous soyez précis. Là, il s'agit d'un commandant, d'un chef d'escadron, pas d'un colonel, premier point. Il y a 4 barrettes, ok? Pas 5, premièrement. Ensuite, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Martine Vonner, pour qui j'ai le plus grand respect et la plus grande admiration pour son combat. Excusez-moi, c'est un lieutenant-colonel. C'est un lieutenant-colonel. C'est un commandant, il y a 4 barrettes. C'est un lieutenant-colonel. Je confirme. Je confirme. C'est un lieutenant-colonel. Je veux dire, je suis désolé, mais vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Hein. OK? D'accord, mais son grade, c'est un grade de commandant qu'on a vu. Il a peut-être changé son truc, c'est possible. C'est peut-être pas le grade qu'on voit à l'écran qui est celui qui est actuel. Certainement même. J'attire juste votre attention sur un aspect. Allez-y, parce que c'est intéressant ce que vous dites. J'attire juste votre attention sur un aspect qui pourrait heurter les gens qui sont justement dans l'établissement, en face. Donc, j'ai le plus grand respect pour Martine Vonner, pour son combat et pour sa combativité, et vraiment pour ce qu'elle a dit. Mais par contre, l'information qui a été relayée depuis hier est à, comment dire, non pas à prendre avec des pincettes, mais à confirmer et à recroiser avec d'autres sources de renseignements. Pourquoi? Parce que la sécurité du président Macron est assurée par le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, qui est une unité hybride, qui est constituée de policiers et de gendarmes, commandé à tour de rôle, soit par un commissaire, soit par un colonel. Donc la garde républicaine, bien entendu, a des missions de sécurisation des palais nationaux, mais a priori, à moins que c'est échangé,
la garde républicaine n'a pas pour mission prioritaire la protection du président. Je voulais juste le dire. Mais des murs de l'Élysée. Je connais par cœur le problème parce que je me suis vraiment penché dessus. Et c'est vrai qu'il y a un rectificatif peut-être à apporter à ce niveau-là. C'est-à-dire que toute la garde républicaine n'a pas démissionné. Mais en tout cas, à l'intérieur de la garde républicaine, aujourd'hui, ça se fissure littéralement. Et ça, vous le savez. Vous ne pouvez peut-être pas en parler, mais vous le savez. Tout le monde le sait. Tous les hauts gradés le savent aujourd'hui et ils sont obligés de former de nouveaux escadrons pour essayer de remplacer les anciens et de tous ceux qui désertent aujourd'hui. Pierre, là-dessus, tu veux intervenir? Voilà, je souhaite intervenir parce que j'ai vu passer un tweet vraiment très très intéressant et parce que vous tous, vous vous souvenez de la grande manifestation électorale de Nicolas Sarkozy, place du Trocadéro. Hein, voilà, donc c'est un tweet là d'un compte d'un monsieur qui s'appelle Christophe Castagnette, hein, donc c'est assez drôle. Mais il dit quand monsieur Gérard Darmanin était ministre était avec Nicolas Sarkozy, le chiffre de 200 000 personnes était évoqué pour son meeting au Trocadéro. Maintenant, Gérard Darmanin est avec Emmanuel Macron et c'est 10 000 sur la même place avec la même foule. C'est ça qui est dingue. Donc là, on voit que le ministère de l'Intérieur est en train de mentir comme un arracheur de dents. Hein, là, je fais un clin d'œil à M. Laibi. Et c'est quand même incroyable de les prendre en flagrant délit de mensonge parce que tout le monde peut retrouver des images de la réunion électorale de M. Sarkozy sur la place du Trocadéro, tout simplement. Hein, et il y a autant de monde, il y a eu autant de monde aujourd'hui au Trocadéro qu'à l'époque pour Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ça vous montre à nouveau que les médias et le gouvernement mentent, font tout ce qu'il faut, pour abaisser le nombre en disant il y a quelques centaines de gueux, de gilets jaunes qui sont en train de manifester. Voilà. Et c'est le message officiel qui est en train de passer par l'AFP et par BFM-VC. Oui, alors notre ami gilet jaune de Bandol, Jean-Christophe, a un appel à lancer en 45 secondes, hein, pas plus. 45 secondes. Je voulais rappeler que je suis un ancien pompier de Paris et je voudrais saluer tous les pompiers de France qui vont nous rejoindre. Eux aussi, ils souffrent de la répression terrible. Je ne parlerai pas de ma famille qui est aussi dans le milieu. J'ai beaucoup d'officiers qui sont avec moi. J'ai des contacts d'anciens pompiers de Paris qui sont maintenant officiers chez les pompiers professionnels. Moi, je suis un ancien pompier de Paris, donc un ancien militaire. Et je peux vous dire qu'ils souffrent aussi. C'était super. Il y a une joie, il y a une ferveur extraordinaire, Richard. Il ne faut pas lâcher, je te garantis, il ne faut pas lâcher. On tient le morceau. On tient le morceau, effectivement. Est-ce que peut-être Virginie peut nous dire si d'un point de vue juridique, on l'a vu tout à l'heure avec Carlo, mais Virginie peut nous le confirmer, est-ce que d'un point de vue juridique, ça peut faire bouger les choses aujourd'hui, tous les éléments que vous avez en main, ou il faut que ce soit uniquement le peuple? Alors, Carlo parlait tout à l'heure d'une vision à 360. Toi, tu en penses quoi à ce niveau-là? Je suis d'accord, il faut une vision à 360, c'est un travail commun. Il faut qu'on ait la population derrière nous. On n'est pas des magiciens. Tout seul, on n'y arrivera pas. Et il faut dire que même du point de vue des magistrats, s'ils voient que la population n'est pas d'accord, ça va tilter quelque part, ce qui se passe pas, parce qu'il ne se passait pas jusqu'à présent. Donc, je pense effectivement qu'on doit être tous ensemble et tout faire en même temps, sur tous les fronts. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors, on va donner la parole au médecin dans un instant. On va refermer cette page là maintenant. Peut-être pareil avec la synthèse de Carlo, toujours aussi brillant dans son esprit de synthèse. Merci à Virginie qui confirme effectivement cette approche à 60 degrés. En réalité, il est clair que dans toutes les actions entreprises, les juges ont eu devant eux des avocats ou des collectifs qui étaient très isolés. Maintenant, il est clair, quand on parle de la jurisprudence, c'est l'interprétation que le juge va faire d'un texte et il va l'adapter à la réalité. Or, la réalité, les textes sont interprétés en fonction aussi d'une réalité sociale. Si effectivement le juge constate que quand on parle de revirement de jurisprudence, les revirements sont arrivés alors que la norme juridique était interprétée blanche et puis elle devient noire ou blanche. Ça veut dire que si nous voulons aujourd'hui gagner en utilisant ces principes, les principes d'égalité, les principes de l'atteinte à la vie privée, la violation de la discrimination qui est faite d'une manière honteuse, eh bien si le peuple est présent, c'est pour ça que l'autre fois on a parlé, si le jour que Virginie, moi-même ou d'autres, Divizio ou d'autres y ont plaidé, il faut que le peuple soit à la place du palais royal. Il est très important et que le peuple soit le cas échéant au tribunal judiciaire de Paris ou de Toulon
ou de Bordeaux. Ce qui compte, c'est que les juges comprennent que ce ne sont pas des complotistes qui sont en terre d'agir, mais c'est le peuple français qui, n'ayant plus la représentation populaire, la représentation du peuple au sein de l'Assemblée nationale, il demande à la justice, dans son indépendance, en tant que tiers impartial et désintéressé, de rétablir l'ordre et que ce pouvoir, qui est un pouvoir normalement autonome, inamovible, face au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif qui est en déshérence, puisse être le gardien de la liberté. Or, la justice est la gardienne de la liberté. Les juges sont les gardiens de la liberté. Parce qu'on ne peut enfermer une personne qu'avec l'accord d'un juge, l'intervention d'un juge. Donc, les juges sont les gardiens de la liberté. Effectivement, alors justement sur le changement de politique aujourd'hui, le changement de république, Pierre, tu en penses quoi? Tu vois les choses comment se profiler à l'horizon? Là, il y a une véritable instabilité politique. C'est vraiment très clair. Je voudrais revenir sur un point. Peut-être que Maître Brusa peut nous en parler, mais il me semble que la loi qu'ils ont votée, en fait, vaut également pour le vote, hein, pour le vote au moment des présidentielles. Donc, est-ce que les gens qui ne sont pas auront le droit de voter? Déjà, première chose. Si c'est le cas, effectivement, Macron va être élu à 80%. Hein. Il n'y a pas de problème. Non mais Pierre, très bonne question. Pierre, c'est une très bonne question. Juridiquement parlant, lors des élections régionales et départementales, la note qui était faite du 28 avril par M. Darmanin plaçait l'ensemble des points sur un pied d'égalité. Toutes ces personnes-là avaient le droit de siéger, d'être au bureau de vote, etc. Et concernant les personnes, il n'y avait aucun critère qui était rattaché à une quelconque. C'était seulement pour les personnes qui siégeaient. Donc, au jour où nous parlons, à l'instant où nous parlons, il n'existe aucune disposition qui puisse faire une différenciation entre les électeurs. Et le principe des électeurs vaut pour les parlementaires. Aujourd'hui, on a la déshérence de la trilogie des pouvoirs, c'est-à-dire le législatif, le judiciaire et l'exécutif qui doivent se mutuellement contrôler, alors que là, on a une confusion, et aujourd'hui, cette confusion est en train d'amener un risque qui va être un risque qui pèse réellement sur l'exercice du vote. Et ça, j'attire à toute votre attention que la bataille que nous sommes en train de livrer aujourd'hui, c'est la bataille de la République. Nous sommes au cœur de la République. Soit on arrive à sauvegarder la République et la démocratie, soit cette déshérence entraînera une déchéance totale. Et ce n'est pas un discours de peur, c'est un discours parce que actuellement la déchéance républicaine est en cours. Parce qu'aujourd'hui, quand on disait dans les cours à la fac que le Parlement est une chambre d'enregistrement, aujourd'hui, ce n'est pas simplement une formule de fac, c'est une réalité technologique, une réalité parlementaire. Après les petits escaramouches ou le jeu de qui dépose un amendement faisant croire que c'est contre le gouvernement, tout ça, ça fait partie maintenant de la parodie institutionnelle pour faire croire que le Parlement. Or, si vous lisez le projet initial et vous regardez le projet aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans le cadre de cette architecture parlementaire avec des députés et des sénateurs qui font partie désormais de ce bloc de l'Arbin, de la gouvernance mondiale, qui sont en train de tout faire pour qu'ils puissent rester toujours les larbins de la gouvernance. Mais le peuple est en train de se révolter, le peuple est en train de réclamer l'article 3, c'est-à-dire un gouvernement du peuple pour le peuple, et que ceci entraînera inéluctablement un changement institutionnel après le 5e, parce que la 5e République est morte. Quand je dis qu'elle est morte, elle est morte dans ses racines juridiques, dans ses racines économiques, parce que aujourd'hui, quand on parle de la 5e République, c'est quoi cette 5e République par rapport à l'Union européenne, par rapport à cette trahison que nous avons subie avec le traité de Lisbonne, les petites modifications qui nous ont emmenés. Et alors, Pierre, dans le domaine de la on va finir par ça, Carlo. Hein, parce que... je termine sur la question du droit. C'est un point très important. C'est qu'aujourd'hui, la lutte que Virginie, que moi-même, que Dimitio, que tous les autres font, qui traduisent les collectifs, l'esprit des collectifs, c'est avant tout une sauvegarde des fondements de la démocratie et de la République. Voilà. D'accord. J'ajouterai. Attends. Je veux juste ajouter une chose. Effectivement, il faut quand même rappeler que c'est Nicolas Sarkozy qui a donné le contrôle du portefeuille de la France
à Bruxelles. C'est-à-dire aujourd'hui, le contrôle de nos banques est fait à partir de Francfort. Voilà. Et à partir du moment où vous n'avez plus le contrôle de votre portefeuille, où c'est quelqu'un d'autre qui décide de ce que vous allez dépenser ou de ce que vous allez acheter ou pas, eh bien à ce moment-là, il n'y a déjà plus de souveraineté. Donc vous avez entièrement raison. La 5e République est morte. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Pierre. Ok. Capitaine, vous voulez nous dire quelque chose? Je voulais avantageusement rebondir, j'espère, sur ce que vient de dire Maître Brouza, en disant que, alors que le président, comme vous l'avez dit, a effectué un coup d'État constitutionnel, parce qu'il est le garant de la Constitution, il est le garant de nos libertés, et donc il a déchiré la première page de la Constitution. Les parlementaires ont trahi. Ils étaient sur la plage au lieu d'aller voter pour défendre nos libertés. Parlementaires, je parle des députés comme des sénateurs, et on l'a vu cette semaine. La seule chose qui reste entre les élites et le peuple, au milieu, c'est la force publique. Et donc la force publique, ça va être soit les policiers, gendarmes et militaires se rappellent qu'ils sont soit des soldats de l'an 2, c'est-à-dire qu'ils sont au service du peuple, uniquement du peuple, et donc ils doivent le protéger et ils doivent le chérir, ou alors ils deviennent garde prétorienne. Mais s'ils deviennent garde prétorienne, ça veut dire qu'on sera passé de la tyrannie à la dictature complète. Absolument, totalement. Très très bonne intervention, là, effectivement, ouais. On a très bien compris ça. Il y a un choix à faire, en fait, une forme de dichotomie qu'ils doivent avoir entre eux aujourd'hui, là, savoir finalement vers quel chemin trancher, car il s'agit de trancher aujourd'hui. Ils n'ont quasiment plus le choix. C'est d'un côté ou de l'autre, avec le peuple ou avec le pouvoir. Absolument. Mais on sent, et ça, vous pouvez nous donner la température à ce niveau-là, on sent quand même qu'ils sont vraiment du côté du peuple aujourd'hui, non de plus en plus. Vous pouvez le confirmer, ça, vous qui êtes très précis dans votre analyse? Alors moi, je vous confirme que la police est en train de vraiment, de l'intérieur, nous rejoindre. On le voit dans les manifestations. Ça ne pourrait être que moral qu'intellectuel, depuis leur smartphone ou leur ordinateur. Ils sont avec nous. Ils défilent avec nous en civil. Et ils sont venus voir. Je rappelle quand même qu'ils sont Pierre, une seconde, c'est très important ce qu'il dit là. Très important. La police est en train de nous rejoindre. Et après, deuxième point. Ils viennent me voir parce que je suis un ancien de la maison en disant on se comprend, on est là, on est solidaires. Donc c'est une première démarche. Mais ensuite, cette démarche, elle va progressivement s'amplifier dans les esprits. Et si la mobilisation reste haute, parce que c'est la clé numéro 1, le nombre fait loi. Donc si le nombre reste élevé et qu'on a réussi tous, dans toutes les villes de France, à maintenir des niveaux de mobilisation élevés par le calme, la détermination et la force, beaucoup plus de personnes vont venir encore parce qu'elles vont se sentir rassurées. Ils vont dire, ce ne sont pas de sanguinaires révolutionnaires, ce sont des citoyens qui défendent nos droits et il n'y a jamais de casse. Donc après, les notables vont arriver, les bourgeois vont arriver, tout le monde va arriver. Et c'est ce que j'ai observé encore aujourd'hui. Vous avez toutes les classes sociales. Eh oui, eh oui. Et c'est Jean-Pierre Fabre-Bernadac qui a créé Place d'Armes et qui nous disait que pour l'instant, ils attendaient en fait ce pouvoir régalien, l'étincelle du peuple pour essayer de nous suivre. Et cette étincelle ne vient pas par le sang, ne vient pas par la haine, mais vient au contraire à travers les sourires qui sont plus contaminants que le reste aujourd'hui. Et on sent cet élan, cette ferveur incroyable dans les manifestations. Il faut y aller pour le croire. Et vous y êtes allés, vous l'avez vu aujourd'hui. Ce ne sont pas des agressivités, ce ne sont pas des mots, ce sont vraiment que des sourires, de la bienveillance que l'on a. Et c'est à travers ça qu'on arrivera vraiment à faire passer vraiment le message, et notamment, comme vous le dites, auprès des forces de l'ordre. Alors, je vois qu'il y a de nouvelles têtes qui viennent nous rejoindre sur ce plateau et on s'en félicite. Merci, Carlo, en tous les cas, de ta présence qui était absolument formidable. Merci à vous tous, je vous embrasse et merci encore pour le travail que tu fais, Richard. Tu es un moteur puissant. Merci, capitaine Alexandre, parce que je partage beaucoup de choses. Et je voudrais rappeler qu'il y a le site Profession Gendarme que j'adore, qui est très important en termes d'information, avec des études. Et là aussi, il est très révélateur. Ce sont des anciens gendarmes, des anciens hauts gradés qui travaillent sur ce site. Et moi, je l'utilise souvent. Et effectivement, ce ne sont jamais des fake news. C'est extrêmement… les analyses sont vraiment pertinentes et je sais qu'il y a beaucoup d'avocats qui l'utilisent. Donc, je tenais aussi à rendre hommage aux anciens de la maison, mais qui sont aussi alimentés par des gens de la maison. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a
ce rapport dans le temps qui fait que ce ne sont pas que des anciens, mais la présence est là. Et donc, merci encore. Et Sonia Vescovaci, que Virginie connaît très bien parce qu'ils ont fait l'appel ensemble. Et je travaille beaucoup avec Sonia pour la création du collectif en Espagne, est une femme remarquable. Il y a quand même des milliers aujourd'hui de policiers qui font partie de cette. Et ça serait bien que peut-être même en France, on puisse avoir quelque chose qui soit des opérateurs, ceux qui sont en cours. Voilà, merci encore. Ok. Merci infiniment. Merci Carlo de ta présence qui nous a vraiment été. C'était vraiment un honneur pour nous de t'avoir parmi nous. Merci Virginie, très brillante avocate internationale. Merci Pierre aussi. On va aborder maintenant. Merci capitaine, surtout d'être venu. Vous reviendrez parce que vraiment vous avez des choses à nous dire absolument passionnantes. Merci Monsieur Bautry. Merci. Merci à vous. Et on va passer maintenant à l'aspect sanitaire des choses avec nos médecins, avec nos infirmières, avec nos psychologues et également, alors qu'il va faire la transition, on va commencer par lui, Frédéric. Il nous vient de Belgique. Vous savez que cette chaîne est francophone. Et donc, lui, il s'est intéressé et de très, très près, figurez-vous, au scandale, car on peut appeler ça un scandale. Et oui, le scandale. Alors, Frédéric, est-ce que tu peux nous en parler? Bonjour à vous tous. Bonjour à vous toutes. Merci de nous laisser la parole aussi pour notre petite Belgique qui malheureusement souffre énormément des inondations. On est aussi beaucoup sur le terrain pour aider les gens. Alors, d'abord, je tiens à préciser une chose. J'ai eu la joie et la chance de pouvoir discuter avec Richard. Et la chose est la suivante, c'est qu'il a vu tous les ennuis et tous les problèmes que nous avions. Mais surtout, ce qui est très important à dire, c'est que depuis mai de l'année passée, la France, parce que c'est nous qui avons fait le Charles de Gaulle, donc votre fleuron de l'armée qui rentrait à Toulon d'urgence parce qu'il y avait énormément de gens malades, que Monsieur Macron et toute sa clique, et ainsi que la Belgique, c'est la même chose, étaient au courant. Il y avait des solutions et il y a toujours des solutions pour éradiquer ce… Quand il était bébé, en sachant qu'on n'a pas le droit en fait de parler de tout ça, que ça arrive bien plus souvent que ce qu'on croit. Je suis moi-même du milieu médical, j'en suis sortie. Je suis maintenant naturopathe et futur médecin chinois. Et ce sont des choses que l'on voit régulièrement, mais dont on n'a pas vraiment le droit de parler. Parce que ça fait tâche en fait, et c'est l'omerta totale. Pourquoi un tel tabou alors? Pourquoi un tel tabou aujourd'hui? Un tel tabou pour des questions financières tout d'abord. Alors, on a une brillante psychologue ici en plateau qui s'appelle Barbara. Barbara, elle, notamment, elle s'intéresse aux jeunes. Elle a une vision très claire de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une dramatisation de la situation, notamment chez les jeunes aujourd'hui? Bonsoir Richard. Bon, alors chez les plus jeunes, oui, j'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière, et un doublement des tentatives de suicide. Donc effectivement, que ce soit les enfants, les adolescents ou les étudiants, ce sont eux qui payent le plus lourd tribut. Concernant les adultes aussi, enfin on voit littéralement sur le site Epiphare qui recense les prescriptions médicales, on peut voir les consommation de psychotropes sur un an littéralement s'envoler, qu'il s'agisse d'hypnotiques, des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Sur un an, il y a plus 3,4 millions de prescriptions supplémentaires juste pour les anxiolytiques. Bon, je crois que le moral des Français est au plus bas, vous pouvez le confirmer. Oui, bah, c'est particulièrement affecté. Notamment sur la mort, vous avez une très bonne réflexion sur la société et la mort aujourd'hui. Alors, oui, alors effectivement, bon ça, il va falloir que notre société réapprenne à vivre avec le risque que représente la mort. La mort, c'est un petit peu ce qui soutient la vie. Si vous prenez l'exemple de Dracula, on ne peut pas dire que ce soit un modèle de santé psychique. Donc, lorsque les gens reculent face à la mort, il y a une certaine forme de minéralisation, je vais dire ça comme ça, c'est une inhibition qui s'installe. Et on peut pas dire qu'un caillou ce soit très vivant. Bon, alors c'est ce qu'on observe un petit peu vis-à-vis de la société, c'est-à-dire que plus elle va reculer face à ça, la mort, plus ça se minéralise. Parce que faut être très prudent, parce que dans les logiques de santé,
il peut y avoir une passion de l'ordre, voilà, et de l'harmonie, comme ça. Mais bon, l'harmonie, c'est surtout ce qu'on peut retrouver éventuellement dans la nature, mais ça ne se transpose pas comme ça très facilement à l'homme. Je suis naturopathe depuis. Vous avez une forme de médecine, vous, alternative, parce qu'à travers ce que vous préconisez comme remède, notamment alimentaire, c'est quand même très positif. C'est de l'ordre presque du médical, non? C'est de la prévention. C'est de la vitalité, ça c'est de la vitalité. J'apprends aux gens à manger cru, mais végétal et cru, ce qui me réussit super bien depuis 10 ans, ça a changé ma vie, c'est pour ça que je veux changer, transformer en tout cas la vie. Là, vous êtes lumineuse, ça se voit, hein. Les faits sur vous, radical. Hein. Ah bah oui, mais ça fout une patate d'enfer, génial. Mais là, je parle surtout en citoyenne, mais dans ce groupe-là, en naturopathe, puisque je suis naturopathe depuis plus de 30 ans. J'ai été étudiée sur les bancs de la faculté de médecine de Lariboisière, parce que j'étais consciente qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de la santé, de la vitalité et de l'alimentation, puisque c'est un des leviers les plus importants pour l'immunité. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai déjà dit dans les lives à l'époque, ou dans les directs et beaucoup de vidéos YouTube à l'époque où j'alertais, enfin, où voilà, j'avais pris cette casquette. C'est quelque chose qui est tourné depuis très longtemps et pour preuve, la santé ou la maladie plutôt est un business beaucoup plus important que la santé, parce qu'on cherche pas, on fait pas de business sur les gens en bonne santé. C'est que à l'époque, donc il y a plus de 30 ans, quand Rockefeller, Rothschild, les gros banquiers ont pris la main sur la médecine en sponsorisant les facultés de médecine, ils ont juste demandé, donc ils sponsorisaient, ils ont juste demandé que tout ce qui était sur la nutrition et tout ce qui était sur les soins par les plantes soit occulté. Et c'est depuis qu'aux États-Unis, j'entends, hein, donc ils ont repeint, ils ont sponsorisé les locaux, les trucs, machin, ils ont mis la main. Donc c'est important parce que tous ces soins naturels sont assez stigmatisés en ce moment. Ah ouais. Pourquoi d'après vous, ils sont stigmatisés? Et c'est la question que m'a posée le journaliste tout à l'heure sous une autre forme. Parce qu'ils ne rapportent pas assez à l'État, c'est bien ça? On fait plus de pognon avec des gens malades, qui sont mal nourris et qui, de par ce fait en plus, c'était vraiment un circuit incroyable, engraissent l'agroalimentaire, qui sont des lobbies au moins aussi contaminés, j'allais dire, enfin aussi véreux que les lobbies pharmaceutiques. Mais tout ça, si on veut tenir un peuple, il faut le tenir par l'alimentaire. Bah oui, ben voilà. Ceci explique cela et tout tourne en boucle. Les banques, la maladie, la bouffe, tout tourne. Donc on est un peu ficelé là comme des rôtis. Seulement, ce qui est génial, c'est que le peuple se fédère vraiment. Les gens vraiment réagissent tous pour défendre la liberté. Moi, je dis pas qu'il faut manger cru et végétal. Je vais pas me battre pour ça. Si les gens veulent, ils font. Mais si quelqu'un veut manger un steak frites, plus un cassoulet, plus une tarte tatin, plus de la glace, mais que chacun doit être libre de le faire. Et parfois, il vaut mieux manger ça que de manger végétal et cru et bio en se faisant un cancer bio, en croyant se faire du bien. Il faut faire, mais le droit de choisir, il y a une phrase de Voltaire qui est vraiment intéressante, il y a fort longtemps, qui dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Il y a encore, on en vient à un sujet générale de liberté de se tromper. Elle a raison, cette policière Sonia qui vit en Espagne. Moi aussi, je ne me suis pas exilée. Moi, je suis sur une île quand même, à Tenerife. Il faut être courageux. Il faut être courageux parce qu'il faut se lever pour nos libertés quand on est de plus en plus en dictature. Ça se voit un peu comme l'éléphant au milieu du salon. Et quand je dis, mais je ne trouve pas qu'on est un peu en dictature, genre, si tu voyais un pays qui est en dictature, va voir. Eh oui, mais ils ont commencé comme ça. Donc, ils ont commencé comme ça. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Effectivement, liberté. C'est ce qu'on a chanté aujourd'hui dans toutes les rues de France, en tout cas des grandes villes de France. Je pense que maintenant, il va falloir passer à l'action. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction de cette émission. Natacha, je pense que c'est très important pour toi qui a été sur le terrain en tant que journaliste, qui a pris le pouls. C'est quoi, d'après toi, la prochaine étape? Qu'est-ce que veulent les gens que tu as rencontrés aujourd'hui dans ces rues d'Aix et de Marseille? Ils veulent quoi? Je pense que les gens veulent juste retrouver un monde juste, retrouver leurs conditions faites d'être humain. Donc, en fait, il n'y a plus de droits. Il n'y a plus de droits naturels du parent sur l'enfant. Il n'y a plus de droits légaux. C'est un monde inversé. C'est un monde totalement inversé. Or, les gens demandent juste à vivre tous ensemble, pouvoir vivre en bonne intelligence. Et on nous propose tout. Aujourd'hui, l'État nous propose tout, sauf cette vie en bonne intelligence.
c'est vraiment une asphyxie totale. Et on s'est rendu compte justement lors des manifestations, c'est qu'il n'y avait aucune barrière. Il n'y a pas une question de race, de culture, de religion. On était vraiment tous ensemble pour retrouver cette liberté. C'est un abus de pouvoir total qui nous amène juste face à un gouvernement qui nous fait sombrer dans le totalitarisme. Et ce totalitarisme, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Et pourquoi tu as décidé, toi, de quitter les chaînes mainstream pour venir nous rejoindre? Justement, je pense que c'est intéressant d'avoir le témoignage en la matière de ta part. Ce qui me gênait énormément, c'est que j'avais l'impression de ne plus pouvoir m'exprimer librement. J'avais choisi de faire du journalisme justement pour être sur le terrain, pour pouvoir retranscrire la parole des citoyens, pouvoir retranscrire une histoire qui se passait. Et finalement, me dirigeait complètement sur autre chose. On voulait diriger ma façon d'écrire, ma façon de penser vers une voie qui n'était pas la mienne et qui n'était pas celle des gens finalement. Et je n'ai pas voulu de cette pensée unique. Donc j'ai préféré même pendant un certain temps me retirer quelque temps du journalisme et pour repartir avec un vrai journal où là je pourrais faire le métier que j'ai choisi, qui n'est pas celui qu'on me proposait dans les médias mainstream. Merci beaucoup en tout cas d'avoir rejoint cette belle équipe de La Une TV. En tous les cas, je voulais en profiter puisque Natacha vient de s'exprimer. Je voulais en profiter pour lancer un appel. Un appel haut et fort, un grand appel à tous nos amis journalistes, et Dieu sait que j'en ai dans le métier, qui aujourd'hui sont en déshérence totale, qui aujourd'hui ne font que relater des propos qui n'ont pas lieu d'être, qui falsifient l'information parce que ce n'est pas lié à leur propre nature, c'est lié aux médias pour lesquels ils travaillent, et bien que ces journalistes viennent nous rejoindre sur La Une TV. Et je peux vous dire que La Une TV va devenir au fil du temps, il suffit de voir le démarrage en termes d'audience. Alors, la dernière fois, on avait Olive Olive qui venait, mais Olive Olive, on ne l'a pas aujourd'hui. Il est à Nice, il est noyé dans la masse de la population sur place qui est sortie énorme. Eh bien, je peux vous dire que ces journalistes, ils ne vont pas regretter de rejoindre La Une TV, puisque La Une TV va devenir au fil du temps et gonfle de jour en jour et va devenir vraiment un média d'importance nationale et internationale, même puisqu'il est francophone. Voilà, je pense qu'il est temps maintenant de refermer cette page et peut-être à travers la présence de Gérard Camberlin qui est ici et qui, lui, va peut-être résumer en quelques mots la situation. Alors, il faut dire que Gérard, j'ai beaucoup à la fois d'affinité pour lui, j'ai beaucoup d'intimité pour lui. C'est quelqu'un qui est venu de nulle part et qui aujourd'hui s'est construit au fil du temps et qui aujourd'hui a une perception des choses, et je travaille avec lui au quotidien, il n'y a quasiment pas une feuille de cigarette qui nous sépare. Et Gérard, lui, c'est à lui que je donne le mot de la fin, parce que ses propos sont toujours extrêmement cohérents, extrêmement sensés, et je pense qu'il sent les choses, Gérard, mieux que personne. Gérard, c'est à toi. Merci à Richard, merci tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un point où il y a quelque chose de fabuleux qui se passe et on l'a entendu aujourd'hui cet après-midi à Marseille, à Aix, et déjà depuis très très longtemps, ce qui s'appelle la convergence. Alors dans un symbole, je mettrai d'abord le rond-point qui est derrière moi, puisque toute l'équipe est là, il y a beaucoup de gens qui sont là en train d'observer l'émission ce soir. Et puis ce chemin qui est derrière nous. Eh bien, il est plus long à parcourir parce qu'on en voit le bout. Alors j'espère qu'à travers La Une TV, j'espère qu'à travers vous, tous ces alerteurs, toutes ces personnes, tous les corps économiques auxquels nous savons où les choses ne fonctionnent pas, eh bien, nous pouvons y arriver. Le calme arrive. Et sur ce, je souhaite une bonne soirée. Je souhaite longue vie La Une TV. J'ai les frissons. Et remettons de l'ordre au désordre. Je félicite bien évidemment tous les militaires, tous les policiers, les très, très, très nombreux policiers qui sont actuellement avec un grand sourire. On sent qu'ils sont libérés aussi. Eh bien, je relève tout à l'heure ce qui a été dit par bon nombre. Si on l'élève, l'affaire est terminée. De manière pacifique. Et sur ce, Richard, je te remercie. Je suis ravi et heureux de connaître un homme comme toi. Tu es impressionnant et bien évidemment sans feuille de cigarette ni pommade. Je vous félicite à tous et en avant toutes puisqu'on entend le mot convergence.
Attendons le signal tous ensemble et convergeons. Merci. Merci infiniment Gérard et merci à tous. On est vraiment très très émus de vous avoir tous ce soir. Vous voyez que cette fois-ci, l'émission était à la fois réactive, elle s'est organisée dans l'urgence. On s'est levé ce matin tous à 6 heures du matin dans l'équipe. On a été sur 3 manifs, on a fait je ne sais pas combien de kilomètres entre l'une et l'autre. On a traversé ces foules immenses et très compactes. Et vraiment, je tiens à vous saluer tous qui êtes venus en nombre, participer à cette émission. Et vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous sûrement la semaine prochaine, car on ne lâche rien, on ne lâche pas la pression, on va aller au bout. Et croyez-moi qu'on va renforcer la mobilisation. Et croyez-moi qu'on va forcer le destin. On ne va pas se laisser spolier notre pouvoir aussi facilement. Aujourd'hui, le pouvoir du peuple va s'exprimer, s'exprime dans la rue. Et je pense que tôt ou tard, on va réussir dans notre mission, si vous voyez ce que je veux dire. À bientôt, les amis. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.